Moi, je vois plus personne se connecter. On va commencer, Augustin? Parfait. Ouais. Donc, bonjour à tous. Je suis Charles-Henri Chéreau, commercial pour le Grand Ouest chez Visi Implant. Aujourd'hui, donc un webinaire sur l'activation ostéogénique, comment transformer un os de type D4 en un os de type D2, D3 actif par Augustin Lerebourg, directeur R&D chez Visi. Je vous remercie de bien vouloir couper vos micros. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser soit par le chat, soit à la fin du Zoom. On aura un temps pour répondre à vos questions. Voilà, donc Augustin, je te laisse la main. Merci beaucoup, Charles-Henri. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, commençons la présentation. Donc, on va parler beaucoup de l'ostéotenseur manuel dans ce webinaire. Je pense que certaines personnes l'utilisent déjà en pratique. On va voir un peu plus les détails, notamment tous les aspects biologie. Donc, juste un petit avant-propos sur qui suis-je. Donc, je suis de base ingénieur en biomécanique biomatériaux avec une expérience spécifique dans les dispositifs médicaux et je suis aussi docteur en biomécanique biomatériaux. Et j'ai rejoint l'aventure de Visi Implant et de la fusion entre Victory et Easy Implant. Et je suis depuis un peu plus d'un an le directeur recherche-développement de Visi. Donc, comme tout scientifique, j'ai produit des articles scientifiques, des congrès nationaux et internationaux et un certain nombre de brevets. Vous pouvez les voir sur Scopus ou encore Google Scholar. Donc, qu'est-ce que l'os de type 4? On va voir les considérations biologiques et biomécaniques, puisque tout le sujet de cette présentation, c'est de voir comment on peut stimuler cet os de type 4. Et pour ça, il faut comprendre un peu qu'est-ce que l'os de type 4 et de quoi il est constitué. Donc déjà, premièrement, on connaît qu'il y a différentes densités osseuses qui sont souvent classifiées en D4, D2, D3, D1, selon les classifications de Carl Mitz et de Lecom and Zarb. Et on sait que c'est couramment admis dans l'état de l'art que le D1 est un os très corticalisé, très dense, peu vascularisé, tandis que le D4, c'est un os qui est très mou et qui possède aussi une faible vascularisation, pauvre en trabécule. Et aussi, on a un certain nombre d'articles qui montrent que on a des échecs allant de 22 à 44% quand on pose des implants dans l'os D4, malgré le fait que l'on fait des sous-forages, par exemple. Tandis que l'os D1 aussi, le fait qu'il soit peu vascularisé, on a aussi des échecs allant de 12 à 58%. Les 12 à 58%, effectivement, ça dépend d'un certain nombre de facteurs aussi. Donc, on a des échecs qui sont généralement dus à la faible vascularisation, qui est pourtant indispensable à la cicatrisation. Ça, c'est ce que nous dit des auteurs comme Pilant et son équipe en 92, et aussi la densité osseuse faible du fait que ça ne permet pas d'avoir une immobilisation primaire suffisante, nécessaire à la phase d'ostéo-intégration. Donc, de façon générale aussi, les Common Zarb ont pu montrer aussi que ces différentes densités osseuses se retrouvent en proportions différentes suivant la localisation anatomique. Donc, ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est un os plus corticalisé au niveau du maxillaire inférieur, au niveau de la mandibule, où on a plutôt une bonne zone d'ancrage au niveau de la zone mentonnière. Et plus on va dans les zones postérieures, moins on va être dense. Et du coup, l'idée, c'est de voir comment justement on va stimuler ces zones qui sont moins denses. Sachant que les zones les plus difficiles, donc qui sont les moins denses, c'est surtout au maxillaire, et notamment au maxillaire inférieur, où là, on trouve de l'os D4 en beaucoup plus grande proportion, avec un mix avec l'os D3 aussi. Donc, effectivement, le sujet de cette présentation va être surtout porté sur cet os maxillaire qui va être plus complexe à gérer. Donc, voici une tubérosité maxillaire. Donc là, on voit que c'est un os constitué de fibres de conjonctive qui sont peu calcifiées et donc qui va faire que l'immobilisation de l'implant va être difficile. Et là, sur la droite, on voit une radiographie en coupe où on voit que dans certains cas, l'os D4 peut être carrément
invisible en radiographie. On voit là, dans ce cas-là, une très fine corticale, une absence quasi des trabicules osseuses. Et dans ce contexte, l'immobilisation va se faire qu'au niveau cortical et la vascularisation du fait qu'il n'y ait aucune trabécule qui va être comme support à cette vascularisation va être quasi inexistante. Et donc, ce qui va faire que notre implant va être difficile à s'ostéo-intégrer. Voici quelques risques cliniques selon la bibliographie avec l'os de type 4. Là, on voit ces différentes études multicentriques et de l'état de l'art. On voit sur 392 implants mis en place au maxillaire dans l'os de type 1, 2, 3. On a 3,6% d'échecs contre 44% d'échecs dans l'os de type 4. Donc, ce qui montre que l'os de type 4, c'est un os qui est complexe et ce qui fait que chaque pose d'implant, au final, peut être même unitaire, peut être complexe. Dans l'équipe de John en 92 aussi, ils ont vu qu'il y avait aussi une différence de taux d'échec significativement euh, plus grande dans l'os de type 4 et aussi une autre étude rétrospective de 3 à 7 ans qui est sur 1103 implants qui montre aussi une plus grande part d'échecs dans l'os de type 4, donc 22% contre 4,2%. Donc, comment on va faire la stimulation endostée? On va la faire avec l'ostéotenseur. Et l'ostéotenseur, c'est une évolution du processus de needling qui avait été mis au point initialement par Marc Baer. Donc, comment ça se passe? L'objectif avec l'ostéotenseur, ça va être d'utiliser les temps physiologiques pour l'implantologie. Et comment on va utiliser ces temps physiologiques? On va générer un micro-traumatisme qui va être mini-invasif et localisé pour, premièrement, sentir la résistance mécanique initiale du site osseux. Effectivement, on peut sentir la résistance mécanique du site osseux avec un forage pilote. Mais par contre, effectivement, le fait qu'on ait un moteur avec un forêt, on va perdre un peu cette sensation tactile. Donc là, l'idée avec le fait que ce soit manuel, c'est que ça va nous permettre de sentir la résistance et ce, de façon non invasive. Donc, même si on décide de ne pas poser l'implant, ce n'est pas grave puisque le site va se refermer et commencer à avoir l'ensemble des phases de cicatrisation, l'ensemble des cascades métaboliques nécessaires à la reminéralisation du site. Et donc, forcément, le fait de générer un microtraumatisme, ça va induire une phase cicatricielle en amont de la chirurgie pour optimiser le site osseux. Donc, qu'est-ce que l'ostéotenseur? Et qu'est-ce que l'innovation de l'ostéotenseur? L'ostéotenseur, c'est premièrement, effectivement, une pointe qui est de taille calibrée. Et cette calibration a été faite de telle sorte à optimiser et offrir les meilleurs résultats en termes d'activation ostéogénique, notamment dans ce contexte, une meilleure activation, des ostéoblastes, donc une activation ostéoblastique. L'ostéotenseur possède aussi un revêtement DLC pour Diamond Light Carbon. Ce revêtement DLC permet de minimiser la phase inflammatoire. Le DLC, c'est comme un lubrifiant physique qui va nous permettre de condenser la matière en étant absolument lisse, en induisant un minimum de destruction dans son passage. On ne va pas forer, on ne va pas enlever de la matière, on ne va pas déchiqueter la matière, on va juste la condenser. Ce qui va permettre de générer des micro-fissures localisées autour de l'impact que l'on a fait. Et aussi, le fait que ce soit absolument lisse, ça va aussi empêcher toute contamination bactérienne et minimiser aussi les dommages thermiques par un coefficient de frottement diminué. Dans ce contexte, on va minimiser la phase inflammatoire et activer la phase cicatricielle sans délai. On sait que quand on va poser un implant, quand on pose un implant, on va générer une phase dite d'inflammation, inflammation aiguë dans les premiers temps de la chirurgie, et puis après, au bout d'un certain temps, on va avoir la phase cicatricielle. Dans le contexte de l'ostéotenseur, la phase d'inflammation aiguë va être extrêmement minime, puisqu'il n'y a aucun produit de relargage, aucun os qui va être broyé, etc. Donc, on va pouvoir générer justement cette phase cicatricielle sans délai. Donc, voici à quoi ressemble l'ostéotenseur. Et donc, on va voir un peu la chronologie des événements biologiques. Donc, un trauma de l'os induit un certain nombre de phénomènes aboutissant à la réparation. Donc, quand on va faire un traumatisme, qu'est-ce qui va se passer sur le site? Premièrement, il va y avoir
le site va se remplir de sang. Et le sang, c'est quoi? C'est des plaquettes, des érythrocytes. Et ce trou qu'on va former, donc cet impact, va se remplir de fibrine qui va relier les deux parois osseuses que l'on a formées. Donc le sang envahit le site, donc il y a érythrocytes, plaquettes, macrophages, lipides, protéines, fibrines. Immédiatement, le défaut osseux va se remplir de fibrine issu du plasma originaire du réseau vasculaire, et ce qui va nous permettre d'avoir un premier tissu qui va servir de scaffold, donc d'échafaudage pour le réseau vasculaire, pour la microvascularisation et aussi pour la formation des trabécules osseuses. Donc 6 à 10 heures post-trauma, les cellules du système immunitaire vont arriver, initiées par la réaction inflammatoire, et la vascularisation primaire générée par le sang va permettre justement cette cicatrisation osseuse. Pourquoi on va avoir cette microvascularisation qui va arriver sur le site? Puisque sur tout site qui doit être cicatrisé, ben, on a besoin justement de construire des routes, de construire des micro-vaisseaux pour que les cellules souches arrivent, pour que les cellules cicatricielles arrivent, et donc ce qui va nous permettre de régénérer cette construction. Donc 3 à 5 jours, les érythrocytes envahissent le site, les capillaires commencent à pousser dans le tissu cicatriciel et la vitesse de propagation est d'environ 0,1 mm par jour concernant les capillaires. Vient ensuite la phase catabolique. Donc les ostéoclastes présentes dans la vascularisation primaire vont résorber l'os abîmé. Les débris étant éliminés par les macrophages et les cellules mésenchymateuses vont ensuite évoluer en ostéoblastes alignés le long de la paroi osseuse. Donc ça, c'est une vidéo qui a été faite par le MIT et qui montre de façon très didacticielle justement comment le processus des ostéoclastes fonctionne. Donc là, on a une résorption, sachant que cette phase catabolique va être environ de 7 à 8 jours sur le site. Forcément, cette phase catabolique va entraîner un certain défaut, puisque le fait de détruire, forcément, ça va réduire la densité osseuse. Mais c'est une réduction qui va être bénéfique. Pourquoi? Pour la microvascularisation, parce que ça va créer justement ces canaux qui vont permettre justement au réseau vasculaire justement de construire les routes au bon endroit avec un bon environnement. Et cette microvascularisation va être la clé de l'activité métabolique osseuse, puisque ça va nous permettre de restaurer l'apport sanguin nécessaire à l'apport des nutriments et des cellules souches. Et aussi, ça va nous permettre d'avoir les bonnes conditions pour une activité métabolique optimale des ostéoblastes, qui va nous permettre d'avoir la continuité des canaux osseux. Sachant que un point essentiel, c'est si on n'aura pas d'ostéo-intégration sans néogenèse au préalable. Donc, si, par exemple, on fait nos impacts avec l'ostéotenseur et on voit qu'il n'y a pas de sang qui sort du site, forcément, cela veut dire que notre ostéo-intégration va être très difficile, voire il n'y aura pas d'ostéo-intégration. L'absence de vascularisation du site osseux receveur doit faire différer la mise en place de l'implant. Donc, imaginons dans un contexte clinique, on veut revasculariser un site maxillaire sur une très fine coquille d'œuf, par exemple. Forcément, on va faire nos impacts. On n'est pas sûr que ça va prendre bien puisque la vascularisation est très faible sur ce site. Mais forcément, on va différer, on va voir au bout de 45 jours où est-ce qu'en est la vascularisation, si on a pu gagner de l'os et faire ces étapes successivement justement pour voir comment on peut améliorer notre environnement. Donc la phase catabolique, ça dure de 7 à 9 jours. La zone est remplie de capillaires. La néogenèse traverse l'os cortical par les canaux de Volkmann ou par diffusion, et les capillaires circulent au sein des trabécules osseuses et irriguent la moelle rouge hématopoïétique, où se forment entre autres les précurseurs des ostéoblastes qui vont être justement attirés vers le site en reconstruction. Donc pré-stimulation, post-stimulation, là sur cette vue en coupe, on voit justement l'augmentation de la vascularisation. Donc c'est des faits qui sont avérés scientifiquement et cliniquement. On sait très bien que l'os peut devenir de la fibre, ça s'appelle une fibro-intégration, mais cependant, jamais la fibre ne deviendra de l'os. Si on a une fibro-intégration, on enlève l'implant et on remet l'implant, forcément, l'évolution fibreuse va toujours rester. Pour ça, il faut
enlever toute l'interface fibreuse, restimuler et faire en sorte qu'on a des bonnes conditions à la fois de stabilité primaire et de vascularisation sur le site pour avoir un réenfouissement qui va être efficace. Au bout de 4 à 6 mois, l'implant est très légèrement mobile, ce qui signifie un défaut d'ostéo-intégration. Il s'agit alors d'une fibro-intégration, ce qu'il faut éviter. Donc ça, c'est un article qui nous a été fait par des Chinois. C'est un article qui montre justement l'effet de l'ostéotenseur sur le trauma et l'ensemble des cascades métaboliques que cela implique. Donc, dans notre contexte, ça va induire du coup une vascularisation avec un saignement qui va entraîner l'arrivée de plaquettes et donc forcément un relagage d'un certain nombre de cytokines, donc des messages métaboliques qui vont permettre le recrutement cellulaire qui va être à la fois pour la phase d'inflammation aiguë, de catabolisme, d'anabolisme et de remodelage osseux au fur et à mesure. Et donc forcément, là, on va parler de l'intimité amoureuse entre ostéoclaste et ostéoblaste, puisque on a à la fois des effets bénéfiques des ostéoclastes, puisque ça va nous permettre de stimuler la néovascularisation, et des ostéoblastes qui va nous permettre de stimuler justement la densité osseuse. Donc la phase catabolique, elle commence au bout du 21e jour. Non, elle se termine au bout du 21e jour et la phase anabolique va commencer au bout du 21e jour. Forcément, on va être dans un croisement, donc on n'est pas à 21 jours exact, puisque ça dépend de la physiologie de chaque patient, mais c'est on va dire, les moyennes cliniques qui ont été mesurées sur les patients. Donc, 3 à 4 semaines, le nombre de capillaires va se réduire parce qu'on n'a plus besoin d'autant de vaisseaux sanguins. Le calibre des vaisseaux résiduels va augmenter progressivement de telle sorte à laisser la place justement aux trabécules de se former. Quel type de cellules souches vont être alors nécessaires pour la régénération osseuse et où peut-on les trouver? On va les trouver notamment au niveau d'un certain nombre de tissus. On va les trouver au niveau des tissus vasculaires. On va les trouver aussi au niveau de l'endoste et aussi au niveau du périoste. Donc, voici la couche fibreuse sur le pool de cellules souches dans le périoste. Donc là, on va trouver un certain nombre de cellules souches. La couche cambiale, on va trouver aussi des ostéoblastes, des précurseurs cellulaires, des capillaires lymphatiques et des lymphatiques. Et donc, la phase anabolique va pouvoir se mettre en route à force d'avoir recruté justement ces ouvriers. Donc, l'activité des blastes. Donc, ça, c'est aussi une vidéo du MIT. Et on voit le devenir des ostéoblastes. Si les fibres de collagène se chargent de calcium et de phosphore, et le devenir en chondroblastes si elles se chargent de chondroïnes ou des fibroblastes si elles restent non chargées. Donc là, l'objectif, c'est le devenir surtout en ostéoblastes. Donc la phase anabolique, il y a un temps qui est assez important, c'est les 45 jours. Les 45 jours, c'est la création du callus osseux précoce. Le callus osseux précoce, c'est quelque chose qui va être très important, notamment en traumatologie, en orthopédie, puisque quand on fait une fracture de la hanche, du fémur, du coude, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va mettre un plâtre et on va retirer ce plâtre au bout de 45 jours, qui correspond à la création de ce callus osseux précoce. Le callus osseux, en termes de minéralisation, c'est à l'image de la pâte à modeler qui va être en phase de minéralisation. Ça va nous permettre de la rétablissement de la continuité osseuse, mais la solidification est encore en cours. Donc, quand on voit un peu l'ensemble de ces temps physiologiques, forcément, cela va avoir un impact sur la résistance mécanique. Donc, l'état osseux en évolution suite à un traumatisme ponctuel va évoluer. Donc, inflammation, néo-angiogenèse, début de la minéralisation, formation du callus osseux précoce, minéralisation. Et la résistance mécanique du site osseux va forcément être impactée en fonction de cet état osseux. Donc, on a une phase catabolique qui va réduire la densité osseuse, donc la résistance mécanique du site osseux, de 7 à 8 jours. Là, on a le 7 à 8 jours, c'est vraiment le pic de la réduction de la résistance mécanique. Et au bout de 21 jours, on va voir le début de la phase anabolique qui va commencer à être efficace au bout du 40e jour, 45e jour, qui correspond à la formation du callus osseux précoce. Après, on va avoir une phase de consolidation. Donc, c'est un callus osseux secondaire supportant uniquement des charges modérées. Et ensuite, une phase fonctionnelle où là, les trabécules vont se
reformer au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des activités spécifiques aux patients, permettant de résister à certaines surcharges. Et l'idée avec l'ostéotenseur, c'est comment utiliser ces temps physiologiques au service de l'implantologie. Donc souvent, on va faire évoluer notre protocole en fonction de notre terrain osseux. Là, c'est à la fois de faire évoluer notre protocole, mais c'est aussi de se mettre dans les meilleures conditions pour augmenter notre succès clinique, pour diminuer justement ces échecs de 44% sur cette os de 4 pour être dans des conditions qui vont être optimales, notamment pour les patients à risque. Donc, au maxillaire, puisque c'est vraiment les zones les plus complexes, ça va nous permettre, avec l'ostéotenseur, de vérifier la qualité osseuse, de transformer un os de type 4 en 2 actifs, et aussi, dans certaines conditions, de faire des augmentations volumiques sous sinusienne. Donc, voici l'essentiel. On fait un impact chambuté avec l'ostéotenseur. On est dans de l'os D4. On va avoir une diminution au bout de 7 jours et une augmentation qui va être progressive et qui va être à 45 jours suffisant pour la pose de l'implant, puisqu'on va avoir un gradient de vascularisation qui va être apporté sur le site et aussi un cal osseux précoce qui va nous permettre justement d'être dans de bonnes conditions pour la pose de notre implant. Donc, en pratique, comment ça se passe? Donc, on va administrer un flash de 2 grammes d'amoxicilline 20 minutes avant l'intervention. Et donc, en maxillaire, environ 90% des cas de stimulation de l'os D4 en 2 actifs, on va utiliser l'ostéotenseur manuel. On va perforer uniquement les zones d'os tendres repérées tactilement. Et dès qu'on voit une densité élevée, là, on ne force pas, puisque déjà, premièrement, l'instrument n'est pas adapté pour passer des densités élevées. Et ça va abîmer la pointe. Et aussi, si l'os est déjà dense, alors pourquoi le stimuler puisqu'il est déjà dans un os de type 2. Donc, on va déplacer la pointe de l'instrument vers les zones faciles à traverser de façon à ne pas endommager l'instrument. Et si l'on peut, on va stimuler, on va faire des impacts à environ 2 mm d'intervalle, 2 mm de distance. Donc, on va faire à la fois des stimulations vraiment dans l'entièreté des zones à stimuler, que ce soit euh, au niveau vestibulaire, crestal et palatin. Donc, au niveau de la vérification de la densité osseuse, on sait très bien que le cone-beam et les CT-scans ne permettent pas de visualiser correctement la densité initiale. On a des variabilités des unités à os fil, que ce soit entre un même patient, on fait 2 radiographies à 5 minutes d'intervalle, on voit des différences. Et aussi, on sait que des fois, le cal osseux précoce aussi est difficilement visible en radiographie. Donc là, l'ostéotenseur, vraiment, ça va être utilisé comme une sonde transpariétale, un profonimètre transmatriciel, qui va nous permettre de confirmer la résistance mécanique, sachant que on sait très bien que la chirurgie, on est sur quelque chose de très manuel. On a besoin d'avoir la sensation manuelle. Et donc, ça va nous permettre de confirmer le protocole déjà que l'on veut choisir. Souvent, dans les industries en implantologie, on a des protocoles pour le D4, D2, D3, D1. Et là, directement, ça va nous permettre de faire un choix plus judicieux pour la pose de notre implant. Dans la transformation d'un os de type 4 en 2 actifs, donc là, administrer un flash de 2 grammes d'amoxicilline 20 minutes avant l'intervention. Et surtout, on va éviter de faire un lambeau. Pourquoi? Puisque ça va nous permettre de maintenir en permanence la vascularisation périostée, là où on trouve un certain nombre de cellules souches. Donc, on perfore uniquement les zones d'os tendres repérées tactilement, on ne force jamais, et il est largement préférable de nettoyer la pointe de l'ostéotenseur entre chaque impact pour éviter justement d'apporter des bactéries entre une localisation anatomique à une autre. Sachant que la littérature confirme cette approche. Donc là, on a des articles qui ont été écrits en 95 où ils ont fait des tests sur le maxillaire supérieur de lapin, composé d'un os de type 4, et les auteurs concluent l'intervention mécanique a résulté à une modification substantielle de la morphologie du tissu osseux, et le changement le plus marqué étant une importante augmentation du nombre de trabécules osseuses par unité d'os spongieux. L'aire occupé par les trabécules osseuses atteignait environ le double, soit une augmentation de 103% dans les sites testés. Sachant qu'on sait très bien que le métabolisme osseux du lapin est plus rapide que celle de l'homme. Donc, on va attendre cette augmentation qui a été visible dans cette étude
au bout de 6 semaines chez l'homme. Donc, la densification osseuse de l'os de type 4 peut être nettement améliorée par une stimulation endostée par l'ostéotenseur. Cette technique permet aussi d'utiliser la tubérosité maxillaire en évitant les techniques de complément sinusien. Et cette technique, c'est l'augmentation volumique sous-sinusienne avec l'ostéotenseur. Donc là, on voit une avant activation et après activation. Donc là, on voit vraiment le bénéfice, que ce soit en qualité osseuse et aussi en densité osseuse. Donc là, on a obtenu quasi une augmentation volumique d'environ plus de 100%. Là, on avait environ 0,4 mm et on a atteint 2 mm après activation au niveau de la zone sous-sinusienne. Là, effectivement, quand on analyse un peu plus spécifiquement ce cas, on est quand même dans un cas qui est un bon sujet pour l'augmentation volumique sous-sinusienne, puisque on a euh, qui, euh, deux dents qui permettent de stimuler aussi de part et d'autre la cavité sous-sinusienne, qui possède un certain nombre de vaisseaux sanguins tout autour, et donc du coup, la cavité a pu se remplir de sang et a pu stimuler justement cette zone. Donc là, on est vraiment dans la phase anabolique au bout de 45 jours. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette augmentation volumique sous-sinusienne? L'idée, c'est de faire un saignement sous la membrane sinusienne et donc un saignement sous le périoste, ce qui va nous permettre de remplir la cavité entre l'os et la membrane de Schneider et de faire un caillot sous la membrane sinusienne qui va justement distracter cette membrane de Schneider qui est très sujette aux ostéoclastes, à l'activité ostéoclastique. Elle est très chargée en ostéoclastes. Et donc, de la mettre à l'écart de l'os, ça va nous permettre du coup de stimuler l'activité ostéoplastique par justement ce phénomène de balance. Donc là, on voit la stimulation. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on va faire un effet de piquet de tente de la membrane de Schneider pour remplir la zone justement de sang. Est-ce que c'est impactant de percer la membrane de Schneider, de percer la membrane sous-sinusienne? Non, puisque c'est une membrane qui est absolument élastique et donc qui va se refermer quasi instantanément. Donc, il faut vraiment venir la percer de telle sorte à avoir les meilleurs résultats en termes de stimulation endostée, notamment sous-sinusien. Donc, l'idée avec l'ostéotenseur, et notamment la technique d'augmentation volumique sous-sinusienne, c'est d'avoir des implants qui sont aussi adaptés à, à cette technique. Et donc là, au sein de Victory, on a mis au point cet implant, l'implant Fractalis, qui est a été spécifiquement designé pour cette zone sous-sinusienne et pour l'augmentation volumique sous-sinusienne de l'ostéotenseur pour éviter justement les comblements. Donc, quelle est la particularité de cet implant? C'est qu'il possède des spires asymétriques orientées vers l'apex qui vont nous permettre de pousser l'os néoformé qui est encore sous forme de pâte à modeler et le pousser sous la membrane sous-sinusienne. Et aussi un apex qui est complètement atraumatique. Donc là, on voit, il n'y a pas de gougures qui sont traumatiques. On a un apex qui est complètement que microfileté et donc qui ne va pas perforer la membrane de Schneider et qui va nous permettre de continuer d'avoir cet effet de piquet de tente et de continuer justement la stimulation endostée, même après la pause. Donc, ça va nous permettre un soulevé du plancher sinusien avec ou sans réfraction de la membrane après mise en condition. Et lors du soulevé du plancher sinusien, celui-ci va être distracté verticalement de façon sélective le long de la paroi implantaire, sachant que le risque d'effraction de la membrane sont vraiment infimes. D'autant plus que cet implant possède un col qui est évasé et qui nous permet d'éviter que l'implant se retrouve dans le sinus par un effet de blocage justement sur l'os cortical, l'os crestal lors de la pause. La membrane cicatrise dans tous les cas autour de l'implant, car les cellules de la muqueuse respiratoire sinusienne ont un potentiel de cicatrisation rapide en l'absence de pathologie. Donc, cette cicatrisation va être favorisée par l'importance de l'activité ostéogénique déclenchée au préalable par l'ostéotenseur, ce qui va nous permettre de générer une masse de tissu néoformé critique nécessaire pour la pose de l'implant et on va attendre 45 jours au minimum avant la pose de l'implant. Est-ce que
on peut attendre plus longtemps que 45 jours. Oui, c'est possible d'attendre 60 jours, 70 jours, mais dans ces conditions, il vaut mieux vérifier ce qu'on a gagné et restimuler pour refabriquer encore, d'autant plus stimuler la zone pour encore gagner en termes de qualité et de densité. L'ostéotenseur va agir comme un activateur des cellules osseuses dans le pool cellulaire endosté et périosté et sous la membrane sinusienne qu'il faut impérativement traverser. Donc là, on a un cas. Effectivement, c'est un cas où il est difficile d'implanter sans l'apport de biomatériaux sinusien, sans faire un comblement sinusien. Mais on va voir quelle a été la stratégie avec l'ostéotenseur pour poser les différents implants. Donc ça, c'est un cas en juillet 2013. Et donc là, on a fait l'activation avec l'ostéotenseur, que ce soit en vestibulaire, en cristal et en palatin, sur l'ensemble des zones à stimuler. Là, on voit, juillet 2013. Et quelle va être la stratégie? La stratégie va être de poser les implants. Donc là, l'implant a été posé en septembre 2013, donc on a attendu à peu près 45 jours. Et on a posé les implants de distal, plutôt de mésial en distal, de telle sorte à essayer de gagner la vascularisation, d'attirer la vascularisation des implants, des dents qui sont vascularisées aux zones qui ne sont pas vascularisées, sachant que la pose d'un implant va agir lui-même comme l'activation ostéogénique de l'ostéotenseur. Donc là, on voit en juillet 2013 la pose de l'implant et on voit ce dôme qui était formé par cet implant qui va nous permettre de faire ce fameux piqué de tente et ce dôme, cette reminéralisation qui s'est fait au fur et à mesure. Donc la pose des deux implants et vient ensuite la pose des implants selon justement l'axe mésiodistal de l'antérieur au postérieur. Donc là, une première mise en charge a été faite en novembre 2014 et là, on voit justement cette minéralisation, cette densification qui s'est fait en dôme tout autour de l'implant. Donc là, on a un témoignage du docteur Hélène Père qui officie à Menton, qui va nous présenter ces cas. Par contre, il me semble qu'il faut que j'arrête le partage et que je relance le partage. Partager l'audio. Hop. Alors là, vous avez le deuxième cas, qui est un patient de 45 ans, fumeur, avec une perte osseuse suite à l'extraction de la dent 26-27, ancienne. On va passer. Donc voilà la panoramique. De ce côté-là, on avait facilement posé deux implants, il y avait de l'os. Mais ici, on s'aperçoit de la perte osseuse, vraiment, on a vraiment ce dôme entre la 25 et la 27. Alors au cone-beam, on a vraiment le cas classique de la coquille d'œuf, c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout d'os. On regarde de vestibulaire à palatin, on n'a plus rien, on a 1 mm. 1 mm, entre la 25 et la 27, vous voyez, on a très très peu, on a un peu d'os derrière, mais on a pratiquement rien, vraiment la coquille vide. Ici, en mésodistal, c'est pareil. Ce patient, sur lequel on avait du temps, qui n'était pas décidé du tout, qui ne voulait pas de comblement osseux, on a décidé de faire une technique de stimulation avec les ostéotenseurs. Nous n'avons pu faire que 2 séances. C'est un patient qu'on a un petit peu de mal à contrôler. On a fait 2 séances en l'espace de pratiquement 1 mois. 2 séances. Donc la technique est très simple. Avant de faire ces séances, il faut prémédiquer le patient avec toujours pareil, antibiothérapie. Moi, je préfère le Zitromax azithromycine, 550 mg, un comprimé soit la veille, soit le matin d'intervention, et 2 comprimés par la suite. Désinfection du site avec Dakin Cooper sur compresse. Anesthésie classique, 1/200 millième, une petite anesthésie en haut des apex, une sur la crête, une en palatin. Alors, la zone étant importante, on va prévoir avec la stimulation, le stimulateur, on va prévoir au moins 8 shoots. Ce qui est important, c'est de bien être orthogonal au sinus et de bien rentrer dans le sinus. Il ne faut pas hésiter à perforer tout l'os, perforer la membrane du sinus et la faire saigner. Donc on va faire de manière orthogonale à peu près 3 ou 4 pointages dans cette zone-là. Sur la crête, on va en faire 2 ou 3 aussi. Et en palatin, même chose, on va traverser dans l'autre sens et on va en faire au moins 3. En tout, ça fera une dizaine. Entre chaque pointage, entre chaque forage avec l'ostéotenseur manuel,
on va le décontaminer au daquin. On ne repose pas 2 fois le daquin dans la zone sans l'avoir décontaminé. À la fin, on va redésinfecter avec le daquin Cooper et c'est tout. Ce patient, donc, on lui a fait que 2 séances et puis il est parti dans la nature. Et curieusement, il revient presque 9 mois après. Et ce qui est très intéressant, c'est voir la densité osseuse que l'on a gagnée, que l'on ne voyait pas sur les autres cônes BIM. Là, on voit vraiment bien l'épaisseur de la corticale que l'on a gagnée et la densité. C'est vrai qu'il manquerait une 3e séance, on la fera peut-être par la suite. Je vous présenterai par la suite le cône BIM. Merci de votre attention. Merci au docteur Hélène Père pour ce témoignage. Et ça montre vraiment l'application concrète de l'ostéotenseur et sa réalité clinique. Donc là, on a un autre témoignage du docteur Gérard Scortetti. Alors, on a un patient de 81 ans qu'on va opérer selon une technique flapless. C'est important de faire une préparation ostéogénique en amont, c'est-à-dire 45 jours avant, on va, avec l'ostéotenseur, pénétrer toutes les zones faciles à pénétrer manuellement. Avec l'ostéotenseur, il ne faut surtout pas forcer là où il y a déjà de l'os dense. Donc on va aller dans les zones faibles, ici où il y a un os qui est moins dense, de façon à faire durcir cet os. Et on a fait déjà cette opération chez ce patient il y a un peu plus de 3 mois. Et puis on a attendu puisqu'on avait extrait les dents. Et ce matin, il a été opéré. Et donc, grâce à l'activation ostéogénique, il a été possible de placer des implants dans des zones où au départ, c'était même pas envisageable. Donc voilà, ce matin, on a terminé l'intervention. Voilà le résultat. Donc il y a eu une forte densification ici dans toutes les zones qui ont été ostéotensées. Dans le secteur antérieur, c'était déjà très dense, donc inutile d'y aller. À la mandibule, c'était aussi très dense, donc on n'avait pas de raison particulière d'aller faire ce geste. Donc l'ostéotenseur, ça a 2 fonctions. Première fonction, une fonction de faire durcir l'os de type 4, mais aussi une deuxième fonction, c'est celle avec l'ostéotenseur rotatif, qui est celui-ci, et qui est beaucoup plus agressif, et qui se monte non pas manuellement, bien sûr, on le monte sur un contre-angle, c'est surtout pour assouplir l'os très dense à la mandibule. Donc là, on passe un coup d'ostéotenseur par implant projeté, et on n'attend pas 45 jours, on va tout de suite jumper dans la phase catabolique, c'est-à-dire que pratiquement une semaine après, la matrice osseuse va commencer à se disloquer, à s'assouplir, et c'est 8 jours après qu'on va commencer à mettre le matériel. Donc, merci au docteur Gérard Scortetti aussi de nous avoir montré les applications de l'ostéotenseur. Là, effectivement, Alors voilà. il nous a présenté aussi l'ostéotenseur rotatif. Cela fera l'objet d'un autre webinaire. Là, on va se concentrer surtout sur l'optimisation de cette zone difficile au niveau du maxillaire. Et là, on voit des panoramiques de l'augmentation volumique sous-sinusienne avec ce fameux dôme qui s'est formé au niveau de l'apex de l'implant. Et donc là, on comprend vraiment l'intérêt d'avoir un apex qui est complètement atraumatique et qui a permis aussi de pousser cette matrice néoformée justement sous la membrane sinusienne. Donc là, on a d'autres panoramiques et on voit dans les différentes radiographies, et ce sans comblement sinusien, l'intérêt justement de cet implant et de l'activation ostogénique. Donc tout l'intérêt, c'est d'être le moins invasif pour le patient, de gagner du temps et aussi de faire en sorte de pouvoir poser des implants même aux patients qui ne souhaitent avoir de greffe osseuse. Donc, est-ce que l'activation ostogénique fait des miracles? Donc, effectivement, on pourrait penser que c'est un peu magique, mais en aucun cas, c'est un miracle, en aucun cas, c'est magique. C'est vraiment connaître le fonctionnement métabolique, le fonctionnement métabolique du corps, son fonctionnement, et de comprendre dans quelles conditions la stimulation va fonctionner. Donc, elle fonctionne si on a un certain nombre de vaisseaux à stimuler, si l'os n'est pas mort, si on n'a pas d'infection générale ni locale, notamment des sinusites, si le patient est un gros fumeur ou si encore le patient prend des biphosphonates. Qu'est-ce qui se passe si on prend des biphosphonates? Ça limite l'activité des ostéoclastes, mais on a compris que l'activité des ostéoclastes était essentielle
pour cette microvascularisation. Donc, attention. Aussi, si le patient a un cancer, fait de la chimiothérapie aussi, c'est des contre-indications. Donc, merci à tous pour ce webinaire. Donc, pour conclure, la qualité du site osseux est un aspect primordial à prendre en compte dans le plan de traitement. Et le premier facteur, c'est la stabilité implantaire. Et l'ostéotenseur, ça va nous permettre d'être un outil de diagnostic pour comprendre dans quel environnement on se situe et de préparer en amont le site osseux en utilisant la physiologie du patient et en induisant une phase de cicatrisation en amont de la chirurgie. Ça permet de vérifier la qualité osseuse par la sensation tactile, de transformer un os de type 4 en 2-3 actifs. On ne l'a pas encore vu dans ce webinaire, mais avec un autre type d'ostéotenseur, de transformer un os de type 1 en 2 actifs, et aussi de faire une augmentation volumique sous-sinusienne dans un certain nombre de cas. Donc, ça permet d'améliorer le site osseux de façon simple, reproductible et économique avec la physiologie du patient. Et le patient lui-même ressent en début de séance de l'ostéotenseur et après une ou deux séances d'ostéotenseur qu'il a augmenté, il sent que c'est plus dur et va aussi participer au plan de traitement. Donc, ça permet de se rassurer, de rassurer le patient et les patients qui s'interrogent surtout sur les éventuels rejets d'implants les concernant et de vérifier en fin de cycle si on a obtenu les résultats escomptés et de différer la pose d'implants si nécessaire et ce de façon non invasive. Merci à tous. Je vous invite à rallumer vos micros si vous avez des questions. Donc, merci Augustin pour cette présentation. N'hésitez pas à rallumer vos micros et puis posez vos questions. Allez-y. Franck, toi, tu utilises l'ostéotenseur depuis un certain nombre d'années. Ouais, oui, Quel oui. est ton ressenti clinique sur l'ostéotenseur? D'abord, je souscris à tout ce que tu as dit, bien évidemment. Je confirme les dires, celui que tu viens d'annoncer il y a quelques secondes, sur le fait que lorsqu'on passe un ostéotenseur manuel sur un os de type 4, le patient, même s'il est anesthésié, il sent que vous êtes rentré comme dans du beurre. Ça l'impressionne d'ailleurs parce qu'il a l'impression que son os est inexistant et qu'il a un trou à la place, quoi. Et quand on réintervient 45 jours, des fois même 60 jours après, dans la même zone, lui-même sent la résistance mécanique. Toujours alors qu'il est anesthésié, il va sentir la résistance mécanique et il en a conscience que un changement s'est opéré au sein de son os après la stimulation, après l'activation ostéogénique. Il y a aussi des radios, hein, j'ai quelques radios, où on voit par exemple des dents qui ont été extraites il y a quelques années de ça. Le patient vient vous voir et vous pensez qu'il avait été extrait, que la dent est partie il y a 3 mois seulement. Pas du tout. En fait, l'os a reminéralisé, mais a reminéralisé peu. Et en passant l'ostéotenseur, 45 jours après, on voit une transformation, parfois même radiologique, du site que l'on va implanter. Donc, je souscris à tout ce que tu as dit. Peut-être juste un bémol sur une chose, mais qui n'a pas été dite par toi. C'est sur le fractal lift lorsque la zone elle est inférieure à 3 mm. Inférieure à 3 mm, c'est un peu borderline de penser pouvoir poser un implant. À 4 mm, c'est sûr. 3 mm, ça peut être encore jouable. En deçà de 3 mm, c'est quand même assez difficile, même si on voit le gain osseux, hein, c'est-à-dire on voit un gain osseux, si on part de quasiment 0,2, 0,5 mm et qu'on obtient 2 mm, ouais, ou alors il va falloir vraiment stimuler le système de 45 jours à 45 jours pour arriver à une certaine hauteur d'os qui va permettre ensuite de faire la technique du fractal lift. Donc là, je suis un peu plus réservé, on va dire, là-dessus, parce que ça peut parfois être très long d'implanter dans des zones comme ça. En tout cas, moi, je l'ai jamais fait. Pour moi, c'est un petit peu limite quand même. Je ne sais pas si c'est réellement tout le temps reproductible. Mais le gain osseux, par contre, il y est. Il y est, et quelle que soit la technique qui sera faite après, même pourquoi pas un comblement de sinus, de passer les ostéotenseurs, ça va permettre d'avoir un site qui va être richement vascularisé, richement même cellularisé. Donc c'est un gain, quelle que soit la technique,
que l'on va utiliser d'utiliser des ostéotenseurs parce que c'est un véritable apport dans l'implantologie. Et Dr Scott Essil, il explique bien ça d'ailleurs, hein, quand il compare ça avec les paysans quand ils vont labourer les champs. Vous verrez jamais un paysan qui va jeter des graines comme ça si la terre n'a pas été labourée avant. Et l'ostéotenseur, c'est ce qu'il va faire un petit peu. C'est ce qu'il va, il va cellulariser le site que l'on va implanter. Voilà, mais la présentation était vraiment très claire, elle était parfaite comme d'habitude, hein. Merci beaucoup, Franck. Effectivement, on n'a pas trop abordé quel implant on pose dans quelle situation au niveau sinusien. Effectivement, quand on a une épaisseur inférieure à 3 mm, ça veut forcément dire qu'on est dans un cas qui est très, très faiblement vascularisé. Et on sait aussi très bien qu'un implant, pour qu'il puisse passer en phase d'ostéo-intégration, il faut qu'il soit absolument stable, immobile. Or, sur 3 mm, est-ce que c'est suffisant pour maintenir une bonne stabilité de notre implant? Probablement pas. Par contre, effectivement, dans ces conditions, si on a un os inférieur à 3 mm, utilisons l'ostéotenseur, très bien. Mais par contre, ça va nous permettre que la greffe prenne plus facilement, puisque ça va nous permettre, on sait qu'une greffe aussi fonctionne si on est à côté d'une zone qui va être vascularisée. Et de fait, justement, de laisser des passages, de laisser le sang circuler plus facilement dans la greffe, ça va faire en sorte que la greffe puisse prendre aussi plus rapidement et plus sereinement. Donc aussi, l'ostéotenseur peut s'utiliser pour stimuler la prise des greffes, ce que je vous invite à faire. Par ailleurs, on n'a aussi pas parlé de l'utilisation en dehors de l'implantologie. Effectivement, on peut utiliser l'ostéotenseur aussi en orthodontie aussi pour accélérer les vitesses, les temps physiologiques aussi. Et pour l'ostéotenseur rotatif, notamment pour extraire des dents ankylosées, des implants fracturés. Mais par contre, là, les techniques sont un peu différentes. On va utiliser un ostéotenseur qui se monte sur contre-angle. Et là, on va faire des impacts tout autour des zones que l'on veut venir enlever. Et là, les temps physiologiques ne sont pas les mêmes aussi. On n'attend pas 45 jours, mais on va attendre 7 jours, 7 à 8 jours, Voire moins, hein, des fois, hein. voire moins, Des fois, effectivement. voire moins. Moi, je me suis amusé sur un patient au sujet d'une extraction. Je me suis amusé sur un patient, il avait une scie du bas à extraire avec des racines en bouchon de champagne. Elles étaient monstrueuses, ces racines, avec un apex qui était beaucoup plus large que la partie cervicale de la racine. Dents très carriées, dévitalisées, donc extrêmement ankylosées. Il y avait une racine sur laquelle il y avait un kyste et l'autre qui était asymptomatique sur le plan radiologique. Je n'ai pas utilisé l'ostéotenseur rotatif sur la racine euh, qui avait un kyste, hein, parce que la contre-indication de l'ostéotenseur, qu'il soit manuel ou rotatif, je pense que tu es d'accord avec moi, Augustin, c'est la présence ou pas la présence d'une infection. S'il y a une Oui, infection, si vous avez un kyste, n'utilisez pas, vous risquez de faire flamber toute la zone. Et je me suis amusé à vouloir extraire la dent en deux temps. En deux temps. Donc j'ai séparé mes racines, j'ai enlevé ma première racine mésiale sous laquelle il y avait le kyste. J'ai un peu bataillé, malgré le kyste, j'ai quand même un peu bataillé pour l'extraire parce que vraiment l'apex, il était impressionnant. Et j'ai laissé cicatriser. Et j'ai dit au patient que la deuxième racine, je l'enlèverai plus tard. Et je voulais tester avec les effets de l'ostéotenseur rotatif. Et j'ai convoqué le patient donc quelques mois après que le site est bien, le site extrait de la racine mésiale se soit bien reconsolidé. J'ai mis 3-4 coups d'ostéotenseur dans la racine à côté, dans le site osseux à côté de la racine distale. Et je l'ai revu le lundi, donc 4 jours après. Oui, c'est ça, 4 jours après. 4 jours après, j'ai mis 2 minutes montre en main pour retirer la racine. Alors que j'ai beaucoup plus galéré sur celle qui était enquistée, donc l'apex qui était quand même pas pris dans de l'os. J'ai galéré, j'ai passé au moins un bon quart d'heure à essayer de la retirer en étant le plus délicat au niveau de l'os. Lorsque j'ai passé l'activateur, l'ostéotenseur rotatif sur la racine distale, en 2 minutes, la dent était sortie. J'avais prévenu le patient, hein, je lui avais dit que je testerais la chose sur lui
en coupant les racines en deux. Et lui-même a été très bluffé. Il a été bluffé. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps d'ailleurs, parce que j'ai l'intention de poser un implant derrière. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Lui-même s'en rappelait et il était assez bluffé de la rapidité avec laquelle la deuxième racine est partie. Voilà, donc c'est très intéressant. Mais par contre, j'ai pas pu le faire sur la première racine parce qu'il y avait un énorme kyste et les ostéotenseurs sont contre-indiqués là-dedans. Ça ne le faites jamais. Moi, ça m'est arrivé une fois de passer un ostéotenseur, j'ai une flambée infectieuse parce que tout simplement, je voulais implanter sur une 25 et j'avais une 24 qui était en début de nécrose, qui n'était pas visible radiologiquement ni cliniquement. Et lorsque j'ai testé au froid à la suite de l'infection, ben, la dent était déjà en nécrose depuis un certain temps. Sans signe radiologique, ça m'a fait flamber. Bon, il ne s'est rien passé de grave, mais il n'empêche que j'ai eu une fistule qui est apparue en lieu et place de l'endroit où j'avais stimulé au niveau d'une 5. Donc, ne jamais ostéotenser lorsqu'il y a une infection ou un kyste. Voilà. Merci beaucoup, Franck. Au niveau de la durée de vie de l'ostéotenseur, on n'en a pas parlé. La durée de vie de l'ostéotenseur, c'est se voit pas forcément en termes d'années, mais c'est il y a un revêtement DLC, un revêtement noir, et là, à partir du moment où le revêtement commence à se dégrader, forcément, si le revêtement se dégrade, là, ça va être des accroches de bactéries. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut changer l'ostéotenseur. On m'a demandé récemment si on pouvait réaiguiser l'ostéotenseur. Non, c'est pas possible de réaiguiser l'ostéotenseur. Déjà, ça coûte très trop cher, donc il n'y aura aucun intérêt financier pour vous. Et en plus de ça, réaiguiser plus remettre le DLC, ça serait le même coût qu'acheter notre ostéotenseur. Donc, c'est pas possible. Pareil, si vous utilisez l'ostéotenseur et que vous abîmez la pointe, bah forcément, là, c'est aussi c'est le moment de le changer puisque la pointe abîmée ne pourra pas agir de façon convenable pour faire de la stimulation ostéogénique. Est-ce qu'il y a une cotation de l'acte de passer l'ostéotenseur? À ce jour, il n'y en a pas. Par contre, à vous de voir si vous voulez faire payer l'acte ou pas. Il y a beaucoup de praticiens qui ne font pas payer puisque ça améliore et ça diminue leurs échecs. Donc, c'est des choses qu'ils apprécient, mais parce que il y a beaucoup plus de gains qu'autre chose. Franck, il me semble que c'est ton cas. Oui, oui, moi je le fais pas payer. Pour moi, ça me rend plus service à moi qu'au patient. C'est ça. Euh, c'est un outil, voilà. Non, non, je l'ai jamais compté. Mais je pense ne pas être le seul, hein, mais moi, je le compte pas. Ça fait partie du plan de traitement. Effectivement. Donc Ça là, fait partie du plan de traitement. à ma connaissance, il y en a certains qui le font, d'autres qui ne le font pas. À vous de voir, mais en tout cas, il n'y a pas une ligne spécifique pour Si cette. vraiment il y a compter quelque chose, on peut compter vraiment compter une consultation à la limite. Je vois pas. C'est ça. Enfin, moi, je le facture pas, hein. Pour moi, ça fait partie du plan de traitement. Puis c'est très rapide, hein. Ça prend pas grand-chose, hein. On passe plus de temps à anesthésier, à attendre l'anesthésie que de stimuler. Mhm. C'est très rapide. Et ça rend tellement service que bon, c'est pas un acte. Moi, je l'englobe dans le plan de traitement. Est-ce que on a eu aussi ce type de questions? Par exemple, on a une grosse épaisseur de corticale, mais par contre, on sait que derrière, on a de l'os D4 à foison. Est-ce qu'on peut utiliser l'ostéotenseur manuel? Là, effectivement, dans ce cas-là, bah, le fait de passer la couche corticale avec le manuel, forcément, ça va abîmer la pointe. Donc, dans ces conditions, il est préférable de passer l'ostéotenseur rotatif sur contre-angle pour passer la corticale et après d'utiliser l'ostéotenseur manuel, sachant que tout dépend de l'utilisation que vous faites de l'ostéotenseur rotatif. Il est tout à fait possible de stimuler avec l'ostéotenseur rotatif, mais par contre, il faut faire attention puisque on va être beaucoup plus invasif, le trou va être plus grand et donc on va pas être optimal dans la stimulation de l'activité des ostéoblastes. Donc, tout dépend des situations dans lesquelles vous êtes. Euh, Dans tous les cas, si vous êtes sur normalement, le D4 possède des très fines couches de corticale, donc avec l'ostéotenseur manuel, normalement, cela convient dans 90% des cas. Je pense qu'on a balayé un peu l'ensemble des questions. Euh, Plus d'autres questions?
Non, ben on va donc arrêter ce webinaire. Je vous remercie tous d'avoir participé et je vous dis à bientôt pour le Bravo, prochain Augustin. webinaire. Bravo, Augustin. Merci beaucoup. Merci Augustin. À bientôt. Bon après-midi. Au revoir à tous. Au revoir.